Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux infos TCBH du mercredi 3 décembre. Je suis votre hôte, Wilson Henley. Commençons en force avec l'enjeu qui nous concerne tous, la fermeture de l'urgence à Trois-Pistoles. Il y a eu récemment le communiqué de presse du CIS qui annonçait pas de fermeture, mais seulement une reformulation des services. La nouvelle n'a pas été bien reçue puisque reformulation et remaniement de l'urgence signifie, en fait, perte de soins, perte de services et des changements non désirés. En réaction à la nouvelle, a eu lieu une conférence de presse jeudi dernier, le 27 novembre, à l'Hôtel de Ville, où les élus, les docteurs et des citoyens et citoyennes y ont manifesté leur mécontentement. Voici des extraits. C'est une recette à laquelle nous avons déjà participé, un film que nous avons déjà vécu à plusieurs occasions, c'est-à-dire un groupe d'experts se réunissent et prennent des décisions par-dessus nos têtes et essaient de nous faire avaler ce qu'ils ont décidé en nous disant qu'ils vont nous consulter par après. Mais c'est pas une couleuvre qu'ils veulent nous faire avaler ici, c'est un boa constrictor. Alors, Madame la ministre, je vous demanderai de mettre vos bottines et d'aller convaincre vos collègues du caucus et vos collègues ministres que vous tenez vraiment et que notre population tient vraiment à garder et améliorer un modèle qui tienne compte de nos besoins réels. Merci. Le gouvernement, je pense qu'il est pour le service rapide, pour agir rapidement sur quelqu'un qui est en détresse. La preuve, c'est qu'il a fait installer des défibrillateurs dans à peu près toutes les bâtisses, toutes les arénas du coin, à peu près partout. Il a fait former des pompiers de première ligne pour répondre le plus rapidement possible à quelqu'un en détresse. Mais les urgences, c'est nos défibrillateurs, c'est nos agents de première ligne. C'est un non-sens de dire qu'on va fermer l'urgence à Trois-Pistoles. Là, ils disent, non, on veut pas la fermer, on veut la faire autrement. Puis dans l'autre côté, ben, on a de la misère à trouver un terrain pour leur parler. Fait que, il y a des non-sens des fois au gouvernement qu'il faut essayer de comprendre et que j'ai bien de la difficulté à matin. Ce côté-là d'urgence, on essaye de développer la région, on essaye d'avoir des choses pour valoriser nos régions, mais on ferme nos institutions qui sont les plus importantes. Il y a du monde, ceux qui ont décidé d'avoir un hôpital à Trois-Pistoles, monter les services qu'il y a là, doivent se retourner dans leur tombe un matin quand ils entendent tout ce qui se passe sur le terrain, là. Puis, les urgences à Rimouski, Rivière-du-Loup sont déjà pleines. À ma connaissance, si tu prends le monde à Trois-Pistoles, tu les rajoutes, et à Pointe-Négamouk aussi, tu les rajoutes dans ces urgences-là qui sont déjà pleines, je pense que tu viens pas régler le problème, à part que rajouter du monde à Rivière-du-Loup. Ben, pour sauver du monde, ça serait bien plus important d'en rajouter à Trois-Pistoles s'il en manque. Puis l'attractivité, là, ça fait proche un an qu'on attend une réponse. Quand une jeune infirmière, un jeune médecin qui veut travailler à l'urgence, on va-tu aller à Trois-Pistoles? Il parle de la fermer. Mais ça fait un an qu'on perd on perd du monde, là. C'est important de conserver nos acquis à Trois-Pistoles. C'est bien plus facile de conserver nos acquis qu'une fois qu'on l'aura perdu, la ramener. Fait que c'est important d'avoir du monde sur le terrain pour défendre cette urgence-là. Merci beaucoup. La question fondamentale qui nous réunit aujourd'hui se pose très simplement. Comment on peut justifier couper un service d'urgence de proximité alors que nous sommes dans une MRC la plus âgée au Québec? On a 36% de notre population qui a plus que 65 ans. Ailleurs au Québec, là, c'est 22%. Au Bas-Saint-Laurent, c'est 25%. Okay? En plus de ça, on est une des MRC les plus pauvres. On a 20% de notre population qui vit sous le seuil de pauvreté, dont
52% des aînés qui reçoivent le supplément de revenu garanti. Alors, on n'est pas dans une région nantie, là, où là, la richesse déborde. Alors, c'est difficile à comprendre. Le CIS du Bas-Saint-Laurent est en discussion avec Santé Québec pour trouver des solutions. Des solutions à quel problème? Le problème, c'est que Santé Québec, la méga structure, vous savez, Santé Québec, là, maintenant, là, c'est tous les employés du réseau de la santé et des services sociaux. C'est 320 000 employés qui relèvent d'une direction. C'est devenu une méga structure et tout se décide en haut. Le modèle est top-down. On prend des décisions en haut et vous devez appliquer en bas. Et le docteur Carvalho, il est pogné avec ça, et on lui demande de faire des coupures, et il s'exécute pour le faire. Et vous savez, dans le réseau, là, il y a une direction qui s'appelle la direction de la qualité, d'évaluation et de la performance. Okay? Et c'est là que tout se passe à un moment donné. Parce qu'il arrive à dire, l'hôpital de Trois-Pistoles, elle performe pas. Okay? C'est sûr que si on la compare avec, je sais pas, l'urgence du CHUM à Montréal, on va dire, ben là, c'est pas tout à fait la même affaire. On est en région. Ils ont un modèle qu'eux ont en tête, qui veulent nous descendre, nous imposer en disant, vous n'êtes pas performant, voici, on a une façon de régler ce problème-là, et c'est de changer. Il y a quelques années, désolé, j'ai eu un malaise à la maison. L'ambulance est venue, ils m'ont amené à l'hôpital ici, ils m'ont gardé, ils m'ont surveillé dans les lits de stabilisation. Sinon, je me serais ramassé à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, peut-être aux soins intensifs ou quelque chose du genre, m'amener, alors que c'est pas ça que j'avais besoin. Donc, le modèle de Trois-Pistoles fonctionne très bien. C'est un modèle qui a fait ses preuves et on devrait l'utiliser comme un modèle à implanter partout au Québec dans les régions éloignées. Et non pas le fermer, ce modèle. Pour ma part, à titre de médecin, j'ai vraiment la conviction que des soins d'urgence critiques, vitales, c'est un besoin qui se doit d'être priorisé. Ça sera jamais un luxe. Puis malheureusement, je trouve ça réellement triste, mais quand on fait ça, on joue avec la vie des gens, et le passé nous le démontre. Puis pour moi, ça sera jamais acceptable d'aller dans cette direction. Puis je reviens sur ce point-là parce que je trouve ça réellement absurde qu'on soit un groupe de professionnels de la santé en 2025 et qu'on ait à se battre pour soigner notre population, alors que la structure qui est en place pour donner les soins, elle est là, elle existe et elle fonctionne depuis des années, elle a fait ses preuves. Je vous ai déjà parlé dans le passé de ce qu'on peut anticiper après, puis je pense que c'est important de les renommer. Ça fait vraiment partie du cœur, je pense, des enjeux actuellement, puis on est très préoccupés par les conséquences possibles. On l'a nommé, mais c'est certain qu'il y a une perte d'attractivité pour accueillir des nouveaux médecins, des nouvelles infirmières. On l'a senti, le climat d'incertitude dans la dernière année. C'est un peu plus difficile de recruter dans un contexte comme ça. On a aussi des départs de médecins anticipés. Les médecins ici choisissent Trois-Pistoles. C'est une pratique polyvalente. On fait beaucoup de choses. Il y en a qui choisissent le milieu pour faire de l'urgence. Donc, on s'attend à des départs. On s'attend à des départs d'infirmières qui sont ici pour faire des soins aigus. C'est ce qu'elles aiment. Donc, elles vont partir. On pense aussi à des soins à domicile qui deviendraient moins performants. On va utiliser le mot utilisé par le CIS. Nos patients âgés, parfois, viennent faire un séjour de 24-48 heures ici. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être transférés dans une ville adjacente. Et on sait que ça devient plus complexe ensuite de répondre à leurs besoins. J'anticipe aussi une mission d'enseignement compromise. Si on a moins de médecins, on a moins d'enseignants. Non seulement les patients n'auraient plus accès à des soins d'urgence en tout temps, il y aurait aussi des difficultés à avoir accès à un médecin de famille tout court, ce qui est vraiment pas le cas ici à Trois-Pistoles actuellement. En enlevant des soins d'urgence dans notre MRC, dans notre organisation, c'est comme faire tomber une première carte d'un château qui a pris des années à bâtir. Je pense que M. Malenfant là, vous a bien décrit l'historique. Ça fait des années qu'on bâtit ce modèle-là, on en est très fiers. Merci. Bonjour, M. Malenfant. Vous avez, premièrement, présentez-vous, c'est quoi votre fonction dans la coalition pour l'urgence? Moi, je suis président de l'Association québécoise de défense des droits des retraités, la section du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles. Parfait.
Tantôt, dans votre discours, vous avez fait un témoignage comme quoi vous aviez eu un malaise un jour et c'est grâce à l'urgence qui était ici et non pas ailleurs dans le Bas-Saint-Laurent que vous avez été sauvé, en fait, et c'était émouvant. Et je crois que c'est ce genre d'émotion-là qui peut aider à rallier la population en concrétisant les impacts des coupures, en fait. Oui, effectivement. Vous savez, j'ai eu un malaise il y a quelques années. J'ai eu un malaise chez moi. Et on m'a transporté à l'urgence ici à Trois-Pistoles. Et de là, j'ai eu d'excellents services. Mais moi, je m'imagine toutes les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, les gens qui ont des problèmes de santé, qui combattent un cancer, toutes ces personnes-là qui sont dans la communauté ici, on a besoin de notre service d'urgence. On a besoin de maintenir. Ça fait 60 ans que l'urgence de Trois-Pistoles existe. Elle fonctionne très bien. On n'a jamais eu de rupture de service. Il n'y a jamais eu de pénurie de personnel. Et là, il y a une commande qui vient de Santé Québec, dans le bureau à Montréal, et là, qui demande de faire des coupures, et ils regardent l'urgence de Trois-Pistoles comme quoi que c'était pas une urgence qui performe. Mais c'est assez spécial parce que on a déjà vu ce film-là, parce que il parle de la même affaire pour l'urgence de Sainte-Terre en Abitibi, il parle de la même affaire pour Poigny-Gameau, il parle de la même affaire pour Fortierville. Alors, c'est simplement une volonté d'arriver à enlever des services dans des régions qui ont déjà beaucoup de misère. On a une population qui est âgée, on a une population qui est pas très riche dans la région ici, et on doit se tenir debout, on doit se battre pour conserver nos services de proximité. Justement, quand on met pas très riches et personnes âgées ensemble, ça fait des personnes qui n'ont pas beaucoup de mobilité, là, qui peuvent pas nécessairement avoir tout le temps un lift pour aller à Rivière-du-Loup ou à Rimouski, puis ça complique beaucoup la vie des gens. Fait que, d'avoir quelque chose ils disent, c'est pas performant, mais en même temps, c'est mieux avoir quelque chose de très performant à côté loin de chez toi ou quelque chose qui marche déjà bien à côté de chez vous? Vous savez, quand vous parlez de performance dans le réseau, là, c'est qu'ils comparent toutes les urgences du Québec. Et là, ils comparent, par exemple, l'urgence de l'hôpital du CHUM à Montréal ou ben non, à l'hôpital de Rimouski. Alors, ils comparent des choses qui ne se comparent pas, à un moment donné. Alors, notre urgence, elle est très performante, parce qu'elle permet à la population de rester dans la région, de recevoir les services. C'est ça, la performance. Et on le voit, les résultats. Et moi, j'ai eu des chiffres, à un moment donné, les 5 dernières années, on a vu une augmentation de 20% des gens qui sont allés à l'urgence de Trois-Pistoles. Donc, il n'y a aucune raison de fermer ce service. Donc, il y a carrément une croissance des besoins en santé dans la région. Exactement. Mais la logique derrière tout ça du gouvernement, c'est quoi? C'est faire des économies? C'est ça le prétexte? Ou... Ben, c'est ça, c'est parce que, vous savez, on nous arrive à nous comparer en disant, ben là, les petites urgences dans les régions, ils ne performent pas. Mais il faut comparer. Il ne faut pas comparer à savoir le volume, le monde qui fréquente, mais plutôt m'amener la qualité des services qui sont offerts à la population. C'est là qu'on voit et on voit la mobilisation actuellement, les gens en ont besoin, et l'urgence, parce qu'elle performe, elle répond aux besoins. Voilà. Mais eux, ils l'évaluent selon ce que vous dites, selon la méthode Lean, qui est comparable à des usines de Toyota. Donc, les urgences, c'est pas supposé être comparé comme pour des usines, en fait. Oui, mais c'est que ça. Ça fait une vingtaine d'années que le gouvernement a implanté une méthode de gestion dans le réseau qu'on appelle la méthode Lean Management. C'est l'approche de la méthode Toyota. Alors, tout est calculé. Tout est, vous savez, on est à l'ère des données et les data. Et à partir de là, on fait juste calculer le nombre, mais on calcule pas la qualité des services. On calcule pas les résultats qu'on a auprès de la population. Et ça, ici, l'urgence de Trois-Pistoles, elle performe très bien. Elle répond aux besoins de la population, comme en fonction de notre réalité. Ben, merci beaucoup pour votre temps, M. Valentin, puis on se souhaite que cette qualité demeure dans notre urgence. On le voit aujourd'hui, il y a vraiment une mobilisation. Je dirais, c'est unanime. Tout le monde veut préserver. Et j'appelle la députée ministre, le ministre Dubé, à un moment donné, à parler haut et fort à Santé Québec pour leur dire « Ne fermez pas l'urgence de Trois-Pistoles, on en a besoin. » Ben, on souhaite qu'ils entendent ce message. Merci. Plusieurs autres entrevues et reportages à venir aujourd'hui, mais passons d'abord aux nouvelles en rafale. Marie-Rose Rousseau, résidente du centre d'hébergement de Trois-Pistoles, doyenne de la MRC Basque, a franchi le cap impressionnant des 105 ans. Née le 27 octobre 1920, Mme Rousseau affiche une joie de vivre remarquable.
Pour souligner cet anniversaire exceptionnel, le premier ministre François Legault lui a transmis une lettre officielle, tandis que le député de Rimouski-Lamatapédia, Maxime Blanchette-Jonca, s'est déplacé en personne pour lui offrir fleurs et certificats honorifiques. Son secret pour atteindre un tel âge, elle répond en riant « Il n'y en a pas, j'en trouve pas ». Le préfet sortant de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, a été réélu préfet à l'unanimité des 22 voix exprimées lors de la séance du Conseil, amorçant ainsi son 13e mandat consécutif. Son nouveau mandat s'étendra sur 4 ans plutôt que 2, une possibilité introduite par la loi 57 en 2024. Cette modification fera en sorte que ses rôles de préfet et de maire se termineront simultanément. Rappelons que le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup est élu par les maires, contrairement à d'autres MRC comme ici dans les Basques où le scrutin universel est utilisé. Un groupe d'élus et de citoyens du Bas-Saint-Laurent presse le gouvernement du Québec de relancer les études nécessaires pour compléter l'autoroute 20. Ils souhaitent que le tronçon d'environ 50 km puisse enfin être réalisé depuis 2035. Le maire de Saint-Simon, Francis Beaulieu, a vivement interpellé Québec, affirmant que l'argent peut être trouvé pour faire avancer ce dossier. Le maire de Rimouski, Guy Caron, a insisté. Si on veut voir l'autoroute en 2035, les évaluations doivent débuter dès maintenant. C'est officiel, les élus de Notre-Dame-des-Neiges ont adopté vendredi une résolution reportant le référendum sur un éventuel regroupement avec Trois-Pistoles. Aucune nouvelle date n'a été fixée, mais la consultation devra avoir lieu d'ici novembre 2028. Le report survient après que des résidents eurent dénoncé l'idée de tenir le vote le 14 décembre, estimant qu'à cette période de l'année, plusieurs résidents saisonniers ne pourront pas participer. Le maire Charles Lavoie reconnaît que cette préoccupation a influencé la décision du Conseil. Nos résidents saisonniers ont le droit de voter, ils payent des taxes comme les autres. Le spectacle de Bernard Adamus, qui était prévu vendredi le 28 novembre à Trois-Pistoles, a été annulé. Diffusion 3P explique avoir pris cette décision après des réactions des citoyens mal à l'aise avec la venue de l'artiste qui a déjà fait l'objet d'allégations d'inconduite. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Diffusion 3P affirme avoir entendu la colère et le malaise exprimés par plusieurs qui évoquaient notamment un manque de respect envers les victimes. Bernard Adamus a quand même fait son spectacle, mais ailleurs, à la Baleine endiablée à Rivière-Ouelle. Une quarantaine de bénévoles ont pris part dimanche matin à un exercice de recherche et de sauvetage à Saint-Jean-de-Dieu. L'activité organisée par l'équipe de bénévoles en recherche et sauvetage du KRTB réunissait aussi des membres de la Grande Ourse de Rimouski, des pompiers de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-Cyprien, ainsi que l'organisme Cérabec qui a déployé un avion, un drone et des véhicules. Le scénario simulait 2 personnes perdues en forêt. Les équipes au sol ont ratissé des zones précises à l'aide de GPS et de boussoles, tandis que les drones et l'avion cherchaient des indices depuis les airs. L'objectif, améliorer la coordination entre les différents groupes et former les nouveaux bénévoles. La corporation Les Amis des Phares soulignera bientôt son 25e anniversaire. Leur mission est de synchroniser et d'accompagner les gestionnaires des 43 phares placés tout au long du fleuve Saint-Laurent. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Mme Anne-Marie Bourassa, présidente. Elle nous parle de la corporation et de sa mission. Nous discutons de la beauté des phares et de leur symbolisme, ainsi que des défis que rencontrent les gestionnaires en charge de les préserver. On écoute. Alors bonjour tout le monde, ici Wilson de la télévision communautaire des Basques. Aujourd'hui, nous recevons Mme Anne-Marie Bourassa, présidente des Amis des Phares du Saint-Laurent. À l'aube du 25e anniversaire de la corporation, elle vient nous parler de la nouvelle vision de l'organisme, des défis importants que vivent encore plusieurs phares du fleuve et des projets qui marqueront les célébrations à venir. Comment allez-vous, Mme Bourassa? Ça va très bien, merci beaucoup. Et vous? Super bien, merci beaucoup. Introduisez pour nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que les Amis des Phares, la vision en large, un survol à vol d'oiseau, et vous, qui êtes-vous au sein de cette belle corporation? Bon, ben c'est ça, comme vous le dites, c'est une corporation qui s'appelle maintenant la Corporation des Amis des Phares, mais qui a été fondée il y a 25 ans, puis à ce moment-là, ça s'appelait la Corporation des gestionnaires de phares du Golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent. C'est beaucoup plus beau, Amis des Phares, c'est beaucoup plus plaisant, oui. Oui, puis ça reflète aussi un petit changement dont on risque de parler peut-être un petit peu plus tard, mais la corporation, comme vous l'avez dit, elle va fêter ses 25 ans
en 2026. Donc, il y a eu une évolution, puis c'est un petit peu aussi ce qui justifie le changement de nom. Moi, pour ma part, ben, c'est ça, c'est au moment où cette corporation-là a été fondée. Moi, je travaillais au site historique maritime de la Pointe-au-Père, qui est un organisme qui, un OBNL, en fait, qui était situé dans les bâtiments qui appartenaient à la station de phare de Pointe-au-Père, juste un petit peu à l'est de Rimouski. Donc, dans le rôle de cet organisme, un des rôles de cet organisme-là, c'était aussi de faire la gestion des visites du phare de Pointe-au-Père. Alors moi, en tout cas, Montréalaise d'origine, mais attirée par le fleuve, travaillant au pied du phare, quand la corporation a été mise sur pied en grande partie par le directeur de l'organisme pour lequel je travaillais, c'était automatique que ça m'interpelle. Génial, génial. Donc, les Amis des phares, la mission, c'est conserver, promouvoir les phares, seulement les phares? En fait, c'est ça, comme je le disais au départ, c'était vraiment de réunir des gestionnaires de phares. Okay. Donc, des gens qui travaillaient pour la plupart du temps sur des sites de phares qui accueillaient des visiteurs. Parce que c'est ça, juste pour un petit rappel, il y a plus d'une quarantaine de phares au Québec, mais il y en a pas, ils sont pas tous accessibles, ils sont pas tous ouverts au public. Alors, l'objectif au départ, c'était vraiment de réunir des gestionnaires de phares parce que dans l'intention de départ, il y avait aussi et beaucoup un produit touristique. On était associé à un organisme qui s'appelle le Québec maritime, dont le mandat est de faire la promotion de régions du Québec maritime à l'extérieur du pays. Et le produit phare était un produit qui était très, comment je pourrais dire, apprécié. Donc, oui. Au départ, c'est ça, c'était vraiment de réunir des gestionnaires de phares. Mais par la suite, donc, puis c'était de supporter ces gens-là dans leur travail. Puis, par la suite, avec certaines évolutions pendant 25 ans, là, on a rendu à une mission qui diffère un petit peu, puis qui a dû élargir un peu son champ d'action. Je comprends. Je comprends. Et dites-moi, pourquoi est-ce qu'on aime autant les phares? J'en parlais tantôt avec mon collègue. Personne n'aime pas les phares. C'est poétique, c'est beau, c'est de l'espoir dans la nuit. En même temps, ça nous rappelle d'où on vient un petit peu et tous les voyages qu'on a fait. Vous, pourquoi vous, personnellement, aimez les phares et pourquoi les gens aiment les phares et pourquoi c'est important, donc, de les entretenir et d'en prendre soin? Parce que là, vous avez pas mal dit beaucoup de choses, des réponses dans ce que vous venez de dire, parce que c'est ça, je pense que d'où on vient, je pense que le fleuve Saint-Laurent est majeur dans notre histoire commune. Le développement de notre province, même du pays, c'est fait grâce et à cause de ce fleuve-là. Et puis, c'est ça, pour être capable de bien faire tout ce travail-là et puis de vivre avec les difficultés du fleuve en question, il a fallu mettre tout un réseau de phares. Puis, comme vous l'avez dit, c'est poétique. Ils sont souvent très, très, très différents, situés dans des lieux aussi très différents. Fait qu'il n'y en a pas un de pareil. Je pense que ça peut venir chercher beaucoup de choses chez beaucoup de gens. Ça peut venir chercher des émotions chez des gens qui ont un petit peu plus l'âme poète, mais il y a aussi toute l'histoire que ces témoins-là, en fait, nous racontent. Tout à fait. Il y a une grande charge historique et aussi romantique. J'arrive à voir un couple qui s'embrasse près du phare ou dans le phare. Là. C'est très poétique. Et c'est quoi les défis majeurs pour les années à venir pour réaliser votre mission? C'est ça. En fait, les défis que plusieurs phares vont avoir à relever, c'est souvent la base, c'est-à-dire
carrément une question d'entretien. Il y a beaucoup, le phare le plus vieux du Québec est un phare qui date de 1809. Alors, puis il y en a beaucoup qui ont été construits au début des années 1900. Alors, ces bâtiments-là ont souffert du temps. Puis bon, ben par leur vocation, ils étaient sur le bord du fleuve, l'air salin, tout ça. C'est pas rien pour faciliter un entretien. Fait qu'il y a une question d'entretien physique. Puis une grosse difficulté, c'est que souvent ces lieux-là sont entretenus, sont gérés, sont opérés par des petites entreprises, des petits organismes à but non lucratif qui eux-mêmes ont souvent à se débattre pour leur propre survie. Alors les enjeux... J'aurais pensé que chaque phare serait sous la gestion de la municipalité ou du territoire sur lequel le phare est posé, non? Non, c'est ça, exactement. C'est une particularité de ce produit-là, entre guillemets, c'est qu'il n'y a presque pas une situation pareille. Je vous parlais tout à l'heure du phare de Pointe-au-Père, là, qui a été mon baptême de phare, en fait, finalement. Ce phare-là appartient à Parc Canada, qui est une grosse, un organisme gouvernemental qui a des moyens, qui a une machine en arrière, mais il y a des phares qui appartiennent à des petits organismes sans but lucratif. Il y a des phares qui appartiennent à vous l'avez dit, des municipalités, mais il n'y a presque pas un portrait pareil, ce qui rend peut-être la chose encore plus difficile à bien supporter pour un organisme comme le nôtre. Comme je vous dis, il n'y a pas une situation qui est semblable. Il n'y a pas un phare, il y a des phares en mer, sur des îles, il y a des phares sur la terre. C'est quelque chose qui est très, très, très varié. C'est un plus, mais ça peut aussi devenir un enjeu. J'imagine, ça fait partie à la fois de la beauté et de la difficulté. Donc, la beauté, c'est que chaque phare est profondément unique. Hein, c'est pas un duplicata l'un de l'autre. Mais la difficulté, c'est que s'il faut refaire les briques de l'un, ça veut pas dire qu'il faut refaire les briques des autres. Donc, chacun doit recevoir son attention particulière, comme chaque enfant a ses propres besoins, tu sais. Donc, tout à fait. Tout à fait, c'est une belle analogie. Le virage de gestionnaire de phare à ami des phares s'implique l'ouverture de l'adhésion à un public plus large. Pourquoi? En fait, c'est ça. Quand on s'adressait uniquement aux gestionnaires de phares, il y avait comme une volonté de soutenir ces organismes-là. Il y a eu, entre-temps, des dossiers sur lesquels l'organisme a travaillé conjointement avec les gestionnaires de phares. Ces dossiers-là ne sont plus d'actualité. Alors, tranquillement, pas vite, il y a eu comme une espèce de, je pourrais dire, d'essoufflement. Puis bon, comme je vous le disais, les gestionnaires de phares sont souvent des organismes bénévoles, mais la corporation comme telle est aussi formée de bénévoles qui sont bien occupés chacun de leur côté dans leur propre réalité de gestionnaire de phares. Alors, à un moment donné, c'est ça, il est arrivé un essoufflement, des dossiers peut-être un petit peu moins criants à s'occuper. Alors, il y a eu, puis conjointement avec tout ça, la pandémie, il y a eu un essoufflement, puis je pourrais dire peut-être un manque d'enthousiasme, de volonté, ce qui a presque mené au fait qu'on envisage de se saborder. Finalement, on a décidé de garder l'organisme en vie en se disant que probablement, peut-être que d'autres énergies éventuellement finiraient par arriver. Puis in extremis, avec l'idée de changer un peu notre vocation, puis d'aller vers le partage, le partage de connaissances, l'histoire, l'expertise, on a décidé de diminuer beaucoup l'adhésion, parce qu'au départ, les gestionnaires devaient payer autour de $100 pour devenir membre. Et là, on s'est dit, ça, on baisse beaucoup le coût d'adhésion, qui est vraiment pas très élevé, qui est à $20. On risque d'aller chercher des gens qui ne sont pas nécessairement des gestionnaires, mais qui peuvent être des passionnés, ou qui ont un intérêt, ou qui aiment l'histoire, puis qui peuvent tout simplement s'investir, donner des idées, ou tout simplement par leur adhésion, nous donner un coup de main financier pour pouvoir nous continuer notre travail. Donc, c'est ça, c'était vraiment d'ouvrir ça à plus que
que les gestionnaires comme tels. Parce que, comme vous l'avez dit, les phares interpellent beaucoup de gens, plus que juste les gens qui s'en occupent finalement. Donc, c'est d'aller chercher des forces pour nous aider à travailler dans tout ça. C'est une excellente idée. C'est une forme de démocratisation. Puis ça permet le bouche-oreille, tout le monde va s'en parler. Puis ceux qui aiment les phares, puis qui vont prendre des photos, ils vont en parler à l'autre. Puis à un moment donné, ça va devenir un standard. Là. N'importe qui visite un phare aura envie de se joindre à vous. Puis en espérant que ça vous attire du financement et de l'aide et de l'implication de la part des citoyens. Et vous, personnellement, vous êtes dans ce milieu-là, vous travaillez dans tout ça depuis combien de temps exactement? Ben, en fait, comme je vous le disais, moi, ce qui m'a mené à la corporation, c'était parce que j'étais déjà au travail dans un organisme pour lequel j'ai travaillé, au site historique à Pointe-aux-Pierres, pour lequel j'ai travaillé pendant 40 ans. Puis, c'est le directeur de l'époque qui, avec d'autres personnes, ont mis sur pied la corporation au tout début. Puis, comme nous, ben, on est aussi un petit organisme, et puis que moi, j'ai toujours été impliqué dans toutes sortes de choses, ben moi je suis là aussi, comme je vous dis, depuis le début. Puis bon, même si les temps et la mission ont changé, mais la preuve en est que là, je suis devenue présidente lors de la dernière Assemblée générale. Fait que pour moi, c'est encore un dossier très, très vivant. Super, oui, je comprends. Et donc là, c'est bientôt le 25e anniversaire. Est-ce qu'il y aura une célébration, un événement, quelque chose, ou on continue de l'avant? Ben, en fait, on va, nous, à toutes les troisièmes samedis de septembre, on fait une assemblée générale et une rencontre de nos membres où tous nos membres sont invités. Puis cette rencontre-là se déplace toujours sur des stations de phare différentes. Là, on va revenir à Pointe-aux-Pierres pour là où, en fait, presque le lieu de création. Donc, on va faire une programmation qui est pas encore connue, mais qui va s'adresser, qui va être un petit peu comme particulière pour cette rencontre-là. Mais pour ce qui est du grand public, depuis 10 ans, la corporation a travaillé sur un dossier qui nous tenait à cœur. C'est que depuis 10 ans, il y a une journée nationale des phares. Wow. Le 13 juillet, tous les ans, depuis 10 ans, il y a des stations de phare qui organisent des journées spéciales sur leur site. Alors, plutôt que d'essayer de dédoubler ce travail-là puis de faire quelque chose au mois de septembre, ben nous, on va plutôt essayer de faire en sorte que cette journée-là, sur chacun des sites de phare qui se retrouvent, parce qu'il fait ça, il y a des phares à l'ouest du Bas-Saint-Laurent jusqu'à la pointe de la Gaspésie, jusque sur la Côte-Nord. Alors, c'est sûr que si on demande à tous ces gens-là de venir pour notre rencontre, on va peut-être avoir de la difficulté, mais en faisant en sorte que des activités se tiennent un peu partout sur le territoire, ben je pense qu'on peut arriver à peu près aux mêmes fins, qui est, au bout du compte, finalement, faire connaître de plus en plus les phares et susciter l'intérêt. Génial. Donc, ce que vous voyez à l'écran, tout le monde sait les informations, le site Internet pour obtenir l'information. Et pour finir, Madame Bourassa, j'aimerais vous poser une dernière question un peu plus personnelle. Quel est votre phare préféré? Est-ce qu'il y en a un qui vous touche particulièrement, qu'on pourrait montrer à l'écran en ce moment même, le montrer dans toute sa splendeur? Ben, écoutez, vous m'avez posé cette question-là un petit peu d'avance, puis j'ai eu beaucoup de difficultés à me décider. Mais il y a des phares il y a plusieurs phares qui ont des histoires particulières, mais il y en a un qui a vraiment une histoire assez savoureuse, selon moi. C'est le phare de Pointe-à-la-Renommée. En Gaspésie. Puis c'est un très, très beau site de phare, mais c'est un phare qui, dans les années 70, s'est retrouvé en plein centre-ville de Québec. Le phare a été à l'abandon, le phart a été amené à Québec. Ben voyons donc. Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est une histoire assez fabuleuse. Et puis... il a été dépecé, mis en miettes et reconstruit à Québec ou mis... C'est ça, c'est un phare qui n'est pas très, très haut, qui est sur une espèce de cap. Si vous trouvez la photo, vous allez voir que le phare n'est pas très haut. Mais il y a des gens de la communauté, puis je dirais même plus, c'est pas des gens, c'est une série de femmes, un regroupement de femmes de l'Anse-à-Valoux qui se sont battues pour faire revenir leur phare, puis vraiment battues bec et ongles et qui n'ont pas abandonné, ce qui a fait en sorte qu'en 97,
97, si je me trompe pas. Le phare qu'on a appelé le phare voyageur est revenu chez lui. Puis il faut s'imaginer là, que le site du phare actuel, il est vraiment pas sur le bord de la route. Il était 4 kilomètres de la route principale sur un chemin de terre. Mais ça a été toute une péripétie, mais le phare est de retour chez lui depuis 1997 grâce à la volonté de ce regroupement de dames-là qui ont pas lâché. Fait que ça, c'est un bel exemple, mais c'est ça, le choix est vraiment difficile à faire. Je comprends. Je pense que j'ai ça en commun avec vous. Une histoire comme ça, c'est vraiment touchant et accrocheur. Donc, je vous le vole, c'est officiellement mon phare préféré, moi aussi. C'est Ça me très fait beau. plaisir de le partager. Fantastique. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Puis j'inviterai tous ceux qui nous écoutent, regardent, à devenir membres, s'informer, participer, visiter les phares, puis encourager ce bel élan. Puis d'après ce que je comprends, le 25e, c'est en fait un renouveau, c'est une renaissance. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur et une très bonne continuation pour la suite. C'est très gentil, puis j'en profite pour vous dire que c'est ça, en allant voir le site Internet, vous allez voir la série de superbes bulletins de phare. C'est peut-être là que vous avez entendu parler de nous. Oui. Il y a des bulletins qui sont faits 2 fois par année, qui sont une mine d'informations. Alors, les gens peuvent, premièrement, en apprendre beaucoup, puis justement, il y a le coupon ou en tout cas le lien pour devenir membre. Puis il y a aussi la page, les Amis des phares ont aussi une page Facebook si les gens veulent en savoir un petit peu plus loin. Tout à fait, je confirme. J'ai vu votre bulletin, c'était très plaisant à lire. Donc, absolument, j'encourage tous nos téléspectateurs à aller voir le fabuleux bulletin. Excellente recommandation. Ouais. Parfait. Et merci beaucoup. Merci à vous. Passez une belle journée. Merci. Merci. Au revoir. Samedi dernier, le 21 novembre, au Centre culturel de Trois-Pistoles, quelques féministes et leurs conjoints et conjointes trans ont fait de la lutte. C'est un spectacle déjanté, organisé et présenté par le regroupement Lutte à l'Est. Maxime était sur les lieux. Voici quelques images. Tiens-toi, Marie-Ange. Allez, allez, allez. Et René, là, elle pousse. Allez, comment, Nancy?
Le documentaire Profilage nocturne, écrit et réalisé par Stéphane Vernat, est disponible gratuitement en ligne sur la plateforme de l'Office national du film du Canada, l'ONF, depuis le 2 décembre 2025. Ce film de 42 minutes, mêlant documentaire et art urbain, explore les circonstances ayant mené à la mort tragique de Nicolas Gibbs. Notre journaliste ici à la TCBH, Maxime Gagnon, s'est entretenu avec Stéphane Vernat pour parler de son film et des enjeux qu'il dénonce. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir c'est quoi l'angle comme particulier que tu as pris pour aborder cette problématique-là et c'était quoi l'angle original qui faisait que ton film peut ressortir du lot pour comprendre encore plus les enjeux cachés? Ouais. Ouais, en fait, je voulais vraiment faire un film qui porte vraiment sur les personnages qui étaient directement touchés. Je voulais vraiment aussi parler de santé mentale, du fait que beaucoup des gens qui sont sans armes et qui se font tuer par la police, un gros pourcentage, et c'est pas seulement à Montréal, mais au Canada, sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et de montrer que la police n'est pas équipée, n'est pas outillée pour gérer ce genre de situation et qu'ils ne devraient pas être les personnes, qu'on ne devrait pas les appeler pour régler. Ils peuvent être là en soutien, en arrière, mais ils ne devraient pas être les premiers répondants dans des situations de psychose ou d'autres éléments reliés à la santé mentale. Et c'est aussi de parler vraiment de comment, dans ce cas-là, la communauté qui est directement impliquée se soulève, s'exprime par rapport à ce genre d'actes criminels et de tragédies. Ben, parlant de communauté, je veux savoir aussi pourquoi est-ce que tu avais été directement attiré par cette communauté-là qui avait vécu cette problématique-là, quand on sait qu'au Canada, il y en a quand même plusieurs par année, des cas comme ça. Donc, est-ce que tu avais un lien spécial avec eux déjà au départ? Pas vraiment, tu vois, j'ai grandi dans l'ouest de la ville, donc le NDG, c'est un quartier que je connais très bien, et je sens que la communauté noire anglophone est très surreprésentée au Québec. Mais c'est aussi en numéro un, c'est vraiment le fait que j'ai appris, j'ai lu, je me suis informé sur cet incident et que j'ai vu qu'il y avait plein de choses de procédures policières qui étaient vraiment croches et que c'était une histoire qui devait être racontée. Tu vois. Mhm. Puis, est-ce que ben, il y a quand même un phénomène dans la communauté que j'ai pu voir entre les extraits que j'ai vus, c'est qu'il y avait, en fait, beaucoup de personnes avec une couleur de peau qui sont pas blancs, en fait, avec plutôt pauvres, avec un urbanisme défaillant. Et là, il y a des problèmes de santé mentale qui sortent de tout ça. Alors, je me dis, peux-tu nous expliquer comment que ces phénomènes-là s'entre-alimentent pour que ça donne un cocktail où est-ce que là, les jeunes deviennent plus criminalisés puis qu'il y a comme une espèce de cycle de la violence, dans le fond? Ben, c'est sûr que dans le film, je sais pas si tu as vu la scène, mais il y a une scène où est-ce que deux adultes, deux jeunes hommes noirs parlent de leur enfance et qu'ils disent que très, très tôt, à l'âge de 11-12 ans déjà, le fait d'être dans le parc, ils se faisaient harceler par la police, tu vois? Puis ça crée une dynamique de confrontation, ce qui fait que les jeunes, tu sais, ça devient comme une sorte de bataille de quartier entre la police et les jeunes. Et des fois, ça peut mener à des actes de délinquance, ça crée de la frustration. Donc, tout d'un coup, là, ils ont un casier, puis là, les polices ont déjà comme une dent contre eux. Donc, ça crée une dynamique qui fait que quand des situations. En fait, c'est arrivé en fait à Longueuil là, avec le jeune Nouran. C'est des situations comme ça où est-ce on dit la police devrait être plus impliquée dans la vie communautaire. Ouais, mais c'est bien beau, mais si vous utilisez ces outils-là pour faire du profilage et pour créer des conflits, c'est sûr qu'à un moment donné, dès qu'il y aura une situation qui est ambiguë, vous allez sortir vos fusils. Parce que déjà, j'avais comme
une dent contre ces personnes-là parce que vous les connaissez. Une des solutions serait une meilleure accountabilité. Je pense que c'est Ouais, accountability, là, dans le ouais, sens exactement. C'est un mot français, là, mais en tout cas, c'est ça, ouais. que la C'est ça. déontologie policière ne soit pas une grosse blague quand tu vas porter plainte, là, en fait. Ah ben non, c'est complètement une blague. Ça, c'est tous les experts que ce soit le BEI, le BEI pense toujours vers ce que le rapport de la police. Puis dans ce cas-là, justement, la police a intervenu quand un policier tue quelqu'un, la police doit se retirer de l'enquête et laisser le BEI prendre sa place. Et dans ce cas-là, ça a été documenté visuellement que la police a commencé à parler à des gens du quartier pour avoir des informations et ont sorti dans les médias une version qui était fausse. Et c'est grâce aux vidéos qu'un citoyen a présenté qu'on a vu que ce que la police avait dit était complètement fabriqué. Moi, je me demande, est-ce qu'on parle vraiment de situations urbaines comme à Montréal, à Toronto, dans les grandes villes, sur la brutalité policière, ou c'est un phénomène plus répandu? Parce que je me demande, est-ce que tu es déjà allé dans la région du bas du fleuve, par hasard? Ben, j'ai déjà été en bas du fleuve, mais je sais très bien qu'il y a eu des... En fait, un des rares policiers québécois qui a été en prison, c'était un policier de la SQ qui a commis tellement de délits, incluant des viols de femmes autochtones. Et c'est là, la police était tellement comme... La SQ était comme, OK, on veut se débarrasser de ce gars-là. Donc, ce gars-là, il était tellement une mauvaise image pour la SQ qu'ils sont débarrassés puis ils l'ont mis en prison, tu sais. Okay. Mais ça a pris comme une feuille de route assez longue de délit avant que finalement ils payent le prix, tu sais. D'accord. Mais oui, tu parles à la communauté autochtone, eux, ils envoient des choses. Ouais. Puis c'est pas seulement quand il y a un meurtre, c'est tout le harcèlement qui se fait. Tu vois, comme souvent on regarde comme quand quelqu'un se fait tirer une balle et il meurt, mais il y a tous les harcèlements qui existent, qui arrivent au jour le jour. Ça, c'est souvent mal documenté. Fait que c'est pas nécessairement juste un phénomène de grande ville, c'est assez répandu à l'ensemble du territoire, on pourrait dire. Ah ouais. Ça, c'est canadien, c'est un problème canadien, ça. OK. Parce qu'ici, c'est une petite région, une petite ville de 3200 habitants, donc il y a 2-3 patrouilleurs pour tout le territoire. Le poste de police est fermé la fin de semaine. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de crime. Non, mais il n'y a pas de secrétaire la fin de semaine. Il faut que tu appelles au téléphone puis t'attends la police, elle vienne pour te parler, genre. Fait que. Wow, ouais. OK. Fait qu'on a. Okay. Je pense, je sais pas si c'est parce qu'il y a moins de police, il y a moins de crimes, ou il y a moins de crimes, il y a moins de police, mais ici, on a un lien où est-ce qu'on se connaît les uns les autres. Fait que je voulais amener juste le fait que en région, des fois, les gens qui ont des crises, on connaît leur prénom, on connaît c'est qui, leur mère, on veut. Il y a peut-être il y a plus d'attente envers eux, les policiers, pour qu'ils agissent bien, parce qu'on les connaît, puis ils nous connaissent. Puis eux, ils se disent peut-être que je vais juste l'amener jusque chez eux, il va retourner chez eux, puis il va être bien. Tandis qu'à Montréal, il y a un phénomène où c'est des policiers, parfois des banlieues à côté, comme, mettons, Saint-Jérôme ou, je sais pas, Saint-Eustache, des policiers, ils vont partir de là pour aller faire leur travail dans les quartiers de Montréal. Et c'est très bien parce que c'est très bien dit parce que c'est des gens aussi qui n'ont pas grandi dans des communautés multiethniques. Donc, eux, quand ils arrivent à Montréal, ils connaissent pas, ils ont pas grandi ils savent pas les codes physiques, corporels, de comment les personnes parlent, le ton, les manières, la façon de marcher. Tout ça, c'est un cocktail d'ignorance qui fait que quand ils sont dans une situation comme ça, ils voient un homme noir, ils sont comme « Ah, c'est une menace » parce que à la télé, dans les médias, l'homme noir est une menace, tu vois? Et donc, il y a une couche d'aliénation qui se crée, mais c'est aussi une dynamique de pouvoir aussi, tu sais, comme dans le sens que je connais pas votre région, mais vous n'avez pas les budgets. Montréal, c'est une des villes qui dépense en proportion de sa population. C'est une des villes qui dépense le plus envers la police.
Et Montréal est loin d'être la ville la plus criminelle en Amérique du Nord. Quand tu regardes les actes criminels, c'est pas, on n'est pas dans le top 10, là, tu sais. Pourtant, nos budgets sont là-dedans. Donc, à un moment donné, c'est comme, pourquoi mettre tout cet argent-là dans ça quand on sait très bien que les problèmes de délinquance, les problèmes criminels, quand tu vas à la source, quand tu investis dans les services sociaux, services communautaires, tu peux vraiment amener les jeunes à pas rentrer dans des cercles criminels. Et tu vois, on sait très bien que c'est ça la formule gagnante, mais encore une fois, quand la police a tout ce pouvoir sur le budget municipal, à Montréal, ben ça donne ce genre de résultats. Puis sinon, en terminant, là, on a nommé plusieurs solutions qui pourraient être appliquées, mais d'après toi, tu as eu beaucoup de feedback dans ton documentaire sur qu'est-ce qui marche pas. Tu as analysé la situation. Fait que ça serait quoi, d'après toi, les solutions concrètes qu'on pourrait donner aux policiers pour qu'ils les appliquent, pour éviter des tragédies comme ce qui s'est passé, mais on peut penser aussi à des approches plus au-delà de la police qui pourraient faire en sorte que les gens commettent moins de crimes. Ah, mais c'est une grosse question parce que, tu sais, le fait que, par exemple, depuis 10-15 ans, beaucoup de lits d'hôpitaux de santé mentale ont été fermés, right? Ce qui fait que ça a augmenté l'itinérance, ce qui fait que ces gens-là n'ont pas le soutien qu'il y avait avant. C'est un problème sociétal. Mettons, si on prend le Québec, on sous-finance non seulement l'éducation, mais la santé, ce qui fait que ces gens-là sont laissés à eux-mêmes. Donc, tu sais, ça, c'est comme... Là, on parle gros, après ça, donc là, ça fait que la police devient l'institution qui doit dealer avec ça dans le métro, partout, dans les parcs. Ça ne devrait pas être leur job. Donc, là, après ça, comme j'ai mentionné, il y a des méthodes qui existent. Puis dans le film, justement, il y a quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux qui parle justement de comment gérer des patients qui sont en psychose. Donc ça, c'est des outils qui existent, mais après ça, c'est sûr que le film est 42 minutes, donc je ne peux pas comme tout dire. Là, ce n'est pas une série TV là, où je peux vraiment aller au fond de tout ça. Mais c'est de montrer que oui, il devrait, comme j'ai mentionné au début de l'entrevue, la police ne devrait pas être les premiers répondants quand les gens ont des problèmes de santé mentale. Ça, c'est comme prouvé, documenté, tout le kit. Si maintenant, eux, ils n'ont pas l'humilité de créer ça, ces problèmes existent, mais est-ce qu'ils sont appliqués? Après ça, c'est ça. Souvent, c'est comme du beau parler. Est-ce que dans le fait de l'action, c'est ce qui se passe? Ouais. Alors, merci Stéphane Vernat, puis bon succès avec tes futurs documentaires. J'apprécie beaucoup. À bientôt. Yes. À bientôt, merci. Bye. C'était Wilson pour les infos TCBH. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.